Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai. Nous avons la joie d'accueillir Philippe Gabillet, je vous prie de m'excuser, Pas grave. pour un Bonjour. webinaire dont le titre est «L'optimisme du dirigeant, facteur de résilience collective». Bienvenue chez French Founders. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un club business qui rassemble plus de 4000 leaders, chefs d'entreprise francophones à travers le monde, des entrepreneurs, des corporates, des investisseurs. Et notre raison d'être est de créer des connexions business pour opérer partout dans le monde et unir nos forces. Aujourd'hui, Philippe nous fait la joie de partager son expérience de professeur à l'ESCP, d'auteur d'un bouquin qui s'appelle, d'un ouvrage de référence qui s'appelle Éloge de l'optimisme. Et Philippe va s'entretenir avec nous de façon interactive pour présenter son parcours d'abord, présenter la façon dont il voit et dont il a travaillé sur l'optimisme, la chance, les décisions à prendre pour les leaders en période d'incertitude. Et puis, à la fin, à peu près au bout d'une trentaine de minutes, nous aurons la chance de pouvoir échanger de façon très interactive avec Philippe en posant des questions. Donc, pour ce faire, vous êtes tous en mute jusqu'à présent. Philippe a la parole, il a la main sur son écran. Vous pouvez poser des questions dans un onglet qui se trouve en bas de votre écran Q&A. Et à vous, Philippe, vous avez 35 minutes de champ libre pour partager votre optimisme de but, de chemin, enfin toute votre expertise sur ce sujet. Et je reviens dans le périmètre dans 35 minutes à peu près pour reprendre les questions et animer ce débat. À vous, Philippe. Merci beaucoup Elsa et donc bonjour à toutes et à tous. Euh, vous vous doutez bien que dans la situation actuelle, euh, il fallait quand même bien s'interroger sur les temps que nous vivons. Parce que l'optimisme, c'est jamais de l'optimisme dans l'absolu, c'est toujours de l'optimisme par rapport à un contexte donné. Et le temps, ce qui s'est passé depuis maintenant quelques semaines, est quand même quelque chose d'assez étonnant, quoi, d'assez inédit. Il y a une très vieille maxime chinoise qui dit « Puissiez-vous tous vivre en des temps intéressants ». Et c'est vrai que pour nous, la plupart d'entre nous occidentaux, c'est une maxime plutôt positive. Il faut savoir que pour les Chinois à l'époque, vivre en des temps intéressants était une sorte de malédiction. Parce que dans un monde confucéen où l'on voulait que le monde soit stable, vivre en des temps intéressants, ça voulait dire qu'on vivait en des temps perturbés. Et c'est vrai que la perturbation, elle peut arriver très vite, très vite. Moi, je vous propose qu'on fasse un petit voyage dans le temps. On va repartir peut-être 3 mois, 3 mois en arrière. Oui, donc c'est pas mal, 3 mois. Mais quand même, il y a 3 mois, il y avait des choses que, et aujourd'hui, en tout cas dans beaucoup d'endroits dans le monde, que ce soit ici en France ou chez vous ou aux États-Unis, par exemple, vous voyez ça là, ça c'était quelque chose de très banal il y a 3 mois. Et quand on se rencontrait pour faire des affaires, il n'y avait rien de plus banal que de faire ça. Voilà, tout ça était extrêmement banal. Et puis après, on allait dans un restaurant, rien de plus banal que ça, hein, c'est vraiment formidable. Et le soir, on sortait, on se retrouvait entre tous, on allait faire la fête. Tout ça était extrêmement banal. Et puis, quelque chose est arrivé qui nous a tous un peu pris de court, quoi. Dans notre esprit, c'était comme ça, jusqu'à ce que ça arrive. Surtout que dans tous nos pays, ça redémarrait quand même, hein. L'économie marche plutôt pas mal. Alors, c'est pas parfait, mais grosso modo, l'atmosphère était là. On pouvait aussi espérer, voilà, développer les choses, cultiver du business, etc. C'était formidable. Puis, ça a démarré en Extrême-Orient et il y a eu une espèce de petit crachin qui a commencé à tomber. Et le petit crachin, assez rapidement, s'est révélé être autre chose qu'un crachin. Assez rapidement, dès février, mars, il est apparu que le crachin, en fait, c'était au-delà d'un crachin, c'était une tempête. Et puis aujourd'hui, on est bien obligé de se rendre compte que ça va au-delà de ça, quoi. C'est devenu quelque chose avec un risque absolument colossal pour la suite. Beaucoup de gens, d'ailleurs, le voient comme ça.
Et tout ça lié à un petit truc microscopique qui progressivement nous est tombé dessus et nous met maintenant dans une situation très compliquée. Nous, c'est pour nous ici, on court pour essayer d'y échapper, mais j'aurais pu mettre aussi une carte des États-Unis, pourquoi pas, ça aurait été aussi possible. Et cette espèce de truc, de coronavirus, en fait, en plus, a eu un impact colossal au niveau de l'activité. Résultat des courses, on s'est tous retrouvés avec, dans bien sûr des configurations différentes selon les pays, on s'est tous retrouvés, comme on dit, confinés. Difficulté à aller au travail, le télétravail est devenu véritablement la référence. Et donc ça, c'était fini, bien évidemment, ça, on oublie ça complètement. Et d'autres, à l'autre extrême, ont eu le sentiment parfois de passer des journées un peu comme ça. Et puis, ça, c'était fini aussi, hein. Voilà, si on voulait créer des choses nouvelles, ça, c'était fini. Maintenant, on se retrouvait effectivement seul, quoi, hein, voilà, seul en face de, ben, on ne sait pas trop quoi, justement. C'est toute la difficulté. De même que ça, c'était terminé. Pendant plusieurs semaines, chez vous comme ici, probablement, ça ressemblait quand même davantage à ça, quoi. Et moi qui suis un Parisien, je peux vous dire que, voilà, alors ça, c'était pas génial, mais on l'a un petit peu oublié et c'est devenu quelque chose qui ressemblait plutôt à ça, quoi. Voilà. Même ça, c'était fini, hein. Maintenant, on se retrouve dans des situations du genre, vous voyez, voilà, alors allez donc faire du romanesque avec ça, on est bien d'accord, c'était pas possible. Donc, la porte du confinement nous est revenue dans la figure assez rapidement. Et le mot d'ordre est devenu, il faut s'en sortir, s'en sortir. Totalement intraduisible effectivement en anglais, mais comme j'ai des francophones à l'autre bout de l'écran, je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. On a parfois le sentiment, quand on est un dirigeant, que dans certaines situations, on est un peu seul, quoi. On est un peu isolé. Et le panorama du futur euh, peut nous mettre mal à l'aise. Une crise comme celle-là, par exemple, c'est quoi? C'est ambigu. Ça peut être un plongeoir ou un tremplin. Pas d'ailleurs uniquement pour vous, mais pour les gens qui travaillent avec vous. Parce que dans le fond, celui ou celle qui dirige une structure, on dit souvent, vous savez, que les parents, et si vous êtes parent, vous le savez, ont charge d'âme. Bon. Et bien, quand on est un responsable, quand on est un dirigeant, on a charge d'état d'âme. État d'âme de mes clients, état d'âme de mes collaborateurs, état d'âme de mes sous-traitants, de mes fournisseurs, de mes actionnaires, et ainsi de suite. Et une situation comme celle qu'on est en train de vivre peut très rapidement être marquée par cette ambiguïté. Est-ce qu'on est face à un plongeoir ou est-ce que peut-être c'est un tremplin? Mais ce qui va se passer à l'intérieur de la tête des gens va être l'élément déterminant dans cette histoire-là. Vous êtes sans doute plusieurs, moi-même dans mon activité, moi j'ai une activité de prof d'un côté, mais je suis aussi conférencier d'entreprise. Je peux vous dire que mon chiffre d'affaires, comme tous mes collègues professional speakers, il est tombé à zéro, brutalement. Hein, entre mi-mars et début septembre, plus de chiffre d'affaires du tout. Donc, ralentissement quand même assez fort. Certains ont cherché à trouver des idées et certains ont le sentiment qu'ils sont maintenant face à une espèce de gouffre en termes d'activité. Il va falloir sauter. Et certains vous disent, non, non, mais moi, les chiffres sont là, c'est clair, on est en train de plonger. Et encore une fois, ce que l'on perçoit soi-même en tant que responsable est une chose. Ce qui va être perçu par l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des autres acteurs autour, sera une autre chose. Pas étonnant dans ce cas-là que le moral des troupes, si vous voulez, même dans des cultures très très positives, et Dieu sait que dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires, on est plutôt quand même proactif et positif, mais le doute finit quand même par s'installer. Alors, que faire? On pourrait, comme on dit, chouiner, mais ça n'apporte pas grand-chose. On pourrait essayer de traiter ça par le mépris, dire, oh, de toute façon, quand bien même ça serait la bourrasque, que je m'en moque, c'est pas mon problème, bon. Et puis, on peut essayer de se dire, allez, on peut rien autant qu'il fait, on va essayer quand même, quoi qu'il arrive, de continuer, coûte que coûte, à avancer et surtout de convaincre les autres autour de nous, qu'il faut qu'ils avancent avec nous.
Alors, bien sûr, ça peut être mal perçu, hein. On aura toujours des acteurs autour de nous qui nous diront, mais enfin, tu ne te rends pas compte, regarde un peu, bon sang, regarde le temps qu'il fait, le temps sanitaire, le temps économique, le temps géopolitique, ça se couvre. Et toi, tu es là à nous dire que ça pourrait être pire, et ainsi de suite. Tu ne te rends pas compte. C'est comme s'il y avait une espèce de déni, vous voyez, à vouloir maintenir, en tout cas, une tension d'optimisme dans les temps dans lesquels nous vivons. Et il faut reconnaître que la nourriture quotidienne que les médias nous offrent va tendre, mais d'ailleurs ils sont aussi là pour ça, à nourrir cette tension pessimiste, ou en tout cas cette tension d'urgence, cette tension de risque. C'est comme ça. Mais quand on est, encore une fois, quand on est manager, quand on est dirigeant, je pense qu'il y a un principe qui s'impose, c'est le principe de pragmatisme. Le principe de pragmatisme, c'est le suivant. Le temps, c'est couvert. C'est incontestable. Le temps sanitaire, le temps économique, le temps social, c'est couvert. En revanche, une chose est sûre, chaque jour qui passe, nous rapproche de la fin de cette histoire. Alors, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça je ne sais pas, moi je ne suis pas expert, mais il est clair que, parce que il en a toujours été de même dans l'histoire, la caractéristique des épidémies, c'est qu'elles finissent. Vous savez, on a eu quelques exemples historiques de, comme on dit, de deuxième vague. La célèbre grippe espagnole qui s'était étalée comme ça au moins la guerre de 14 entre 1918 et 1919. Mais de l'autre côté, prenez l'exemple du SARS en 2003, il est parti, il n'est jamais revenu. Donc, on doit de toute façon, on est obligé d'émettre l'hypothèse dans le monde de l'action que tôt ou tard, on va rejoindre le soleil. Et nous-mêmes, on aimerait avoir des vélos de course pour affronter ça. Mais malheureusement, nos vélos, ils ont été un peu perturbés par ce qui s'est passé. Et on est tous maintenant sur des vélos qui sont plus obligatoirement des vélos de course. Il faut se protéger, protéger les autres. Mais bon sang, on va avancer. Et le rôle aujourd'hui de celui ou de celle qui dirige, c'est véritablement de s'efforcer, du moins dans l'esprit de ceux et de celles qu'il a en face de lui, d'essayer d'éclaircir tout ça. C'est ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Vous voyez, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Parfois, on a le sentiment que le danger est tellement fort qu'on ne va pas y échapper. Ça va véritablement, complètement nous submerger. Mais ça, vous voyez, c'est le premier enseignement de l'optimisme. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et à partir de là, un moment ou à un autre, chez vous, chez nous ici, la porte va s'ouvrir. Et cette porte va s'ouvrir sur ce qu'on appelle, nous ici, le déconfinement. Voilà, on va sortir du lockdown et on va donc retrouver nos équipes. Alors, bien sûr, un grand nombre d'entre nous, on va continuer à travailler à distance, c'est sûr. Mais à un moment ou à un autre, on va bien se retrouver physiquement, quoi, hein. Un jour, on va reboire des coups ensemble, on partagera des cafés, etc. Ça va revenir à un moment ou à un autre. Et celui qui vous dirige ou celle qui dirige, il ou elle se pose des questions. Il y a les questions que vous vous posez, puis il y a les questions que vos collaborateurs, éventuellement, se posent par rapport à la situation. Et tout est là, en fait. Parce qu'il faut admettre que dans le contexte actuel, on peut toujours dire, oui, il faut rester optimiste, il faut y croire. Mais il faut se méfier quand même. Il faut se méfier parce que les recherches que l'on a fait au niveau mondial sur l'optimisme en tant qu'attitude, entre autres dans le monde du travail, nous montrent que l'optimisme peut parfois être mal perçu. Un individu optimiste dans un environnement qui serait un environnement un peu déprimé peut donner le sentiment qu'il dénie aux autres le droit d'être soucieux. Et certains considèrent que voilà, être optimiste dans la situation actuelle, c'est presque insultant pour les gens qui souffrent. Alors qu'en fait, aujourd'hui, dans le monde entier, qui sont aujourd'hui ceux qui incarnent le plus l'optimisme? Ceux et celles qui en ont le plus bavé. Je veux parler des soignants, je veux parler des commerçants, des petits commerçants qui ont été obligés de fermer, de tout le monde de la restauration, de l'hôtellerie, la culture, tout cet univers qui a été effectivement très, très, très secoué. Or, quelle est la caractéristique de ces univers-là? C'est que un grand nombre d'entre eux continuent à tenir coûte que coûte. Ils cherchent des idées, ils cherchent des options, des alternatives. On ne se laisse pas faire. Never give up, quoi, hein. C'est l'idée.
C'est l'idée de base. Euh, Bien évidemment, vis-à-vis de nos collaborateurs, on a une responsabilité, mais si on est parent, on a une responsabilité par rapport à nos enfants, les éducateurs ont une responsabilité par rapport à leurs étudiants, les travailleurs sociaux ont une responsabilité par rapport aux gens qu'ils accompagnent, et les managers et dirigeants ont des responsabilités par rapport à leurs collaborateurs. Bien sûr, si on pouvait comme ça amener de l'optimisme à tout le monde, rien qu'en claquant dans les doigts, ça serait formidable. Mais malheureusement, c'est pas si simple. Et il ne s'agit pas en fait ici de dire non, non, j'ai des lunettes roses sur le nez, les nuées sont en train de s'accumuler à l'horizon. Comme on dit dans une série célèbre, Winter is coming, et donc j'ai mes lunettes roses sur le nez et pour moi il fait beau, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À l'époque où on a créé la Ligue des optimistes de France, c'était en 2010. On avait créé ça, notre bureau d'origine avait été créé avec Jean d'Ormesson, grand optimiste, Éric Orsena, Éric Emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard, etc. On avait d'ailleurs à l'époque une présidente qui était France Roch, qui s'occupait des relations extérieures à l'Obs et au Monde et à Challenge. Et quand on a créé ça, Éric Emmanuel Schmitt, quand même grand romancier positif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avait écrit « Quel dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. » Ouais. Parce que certains pensaient que l'optimisme, c'était ça, hein, c'est l'optimisme béat, je vais bien, tout va bien, et quoi qu'il arrive, tout ça va s'arranger. Or, ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Je ne vais pas vous faire un cours de psychologie voilà, à l'heure du lunch, mais en gros, pour les psys, et dans le monde de la psychologie clinique, si on voulait définir l'optimisme, on devrait utiliser des images qui ressemblent en fait à ça. L'optimisme n'existe que parce que nous vivons dans des environnements qui sont contraignants, dangereux, difficiles, risqués, hostiles, toxiques. Ce qui est le cas des trois situations que vous avez là. Et pourtant, vous voyez, dans ces trois environnements-là, qui ne sont pas des environnements très, 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 très facilitants, il est en train de se passer quelque chose. La vie, le vivant, est en train de tenter de trouver son chemin. Le vivant est en train de tenter le coup. Le vivant est en train de faire un pari. Et en fait, l'optimisme, c'est très exactement ça. L'optimisme, c'est en situation défavorable, en situation difficile, en situation compliquée, faire le pari que ça pourrait bouger dans une autre direction. Mais c'est un pari, hein, j'insiste, c'est un pari. Quand on fait un pari, on sait qu'on risque de le perdre. Et alors? Parce qu'on risque de perdre un pari, on ne devrait pas faire de pari? Dans ce cas, on ne ferait rien. On ne se lance pas dans une nouvelle histoire d'amour, on ne crée pas une famille, on ne se lance pas dans une nouvelle entreprise, on ne quitte pas son job en temps de crise, etc., etc., etc. Dans le fond, être optimiste dans le monde dans lequel on vit, ça n'est pas positiver. Jamais. Être optimiste dans le monde dans lequel nous vivons, c'est optimiser. C'est-à-dire faire mieux avec ce qu'on a. Et c'est faire le pari que, in fine, l'intelligence a toutes les chances de gagner contre la bêtise. La santé a toutes les chances de regagner des points contre la maladie. La paix ne cesse à l'échelle du monde, qu'on le veuille ou non, de gagner des points contre la guerre. C'est ça, dans le fond, l'optimisme. C'est faire ce pari-là. Et diriger un optimiste. Diriger un optimiste, ça veut dire simplement affronter, et je dis bien affronter ensemble, c'est qu'on n'est pas seul, pas optimiste seul dans mon coin et puis les autres admirent, non. Diriger un optimiste, c'est faire qu'on puisse affronter ensemble les difficultés et les incertitudes de la vie de l'entreprise d'une façon qui soit à la fois confiante et proactive. Ça avait été très très bien défini d'ailleurs par un psychiatre français que vous connaissez peut-être, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui est mon camarade Christophe André, et qui disait, dans le fond, l'optimisme, c'est deux choses. C'est bien sûr une confiance a priori dans l'avenir, mais toujours assortie de la conviction qu'en cas de problème ou de difficulté, on saura réagir ensemble, individuellement et collectivement. Donc, comment nourrir en fait cet optimisme collectif? Comment nourrir auprès de ses équipes? Bien sûr à distance, parce qu'on travaille de plus en plus à distance, mais à un moment ou à un autre, on va se retrouver en réunion.
physique, en entretien, en tête-à-tête. De toute façon, tous autant que nous sommes des machines à interagir. Et l'action que nous arrivons à mener, les effets que nous créons sur autrui, nos clients, nos partenaires d'affaires, nos collaborateurs, passent par des interactions. Bien sûr, quand on est confiné, cette interaction joue différemment. Mais un jour, on sortira du carton. Tôt ou tard, on en sortira. Pour l'instant, c'est ça qui se passe. Très bien, c'est un fait. Ça ne sera pas toujours comme ça. Bien sûr, nous avons appris à recréer des liens les uns les autres, via ce que nous sommes en train de faire en ce moment, par exemple. Hein. Pourquoi pas? Et bien évidemment, tout ça ne marche pas toujours parfaitement. On peut avoir le sentiment en fait, d'être isolé à deux. Mais peu importe. Encore une fois, avoir confiance dans les possibles, c'est aller autrement. Bien sûr, ça serait formidable si chaque fois qu'on fait une réunion à distance, ça ressemblait à ça. Mais vous voyez, ça ressemble plutôt à ce qu'on fait nous aujourd'hui et nous interagissons plutôt sous cette forme-là. Encore une fois, peu importe. Moi, je voudrais vous proposer, avant de discuter plus avant avec vous, face aux équipes, que ce soit à distance ou en physique, il y a 6 exercices d'optimisme lucide face à l'incertitude. Et vous remarquez, quel est l'objectif de ces exercices d'optimisme lucide? C'est à la fois de nettoyer le pare-brise mental de nos partenaires d'affaires et peut-être aussi leur montrer qu'il y a des circonstances où il est nécessaire de recadrer le réel pour pouvoir mieux agir dessus. C'est en tout cas un pari à faire. Donc les 6 exercices, ils sont, vous verrez, très simples. Je pense que pour recréer de l'optimisme collectif, il y a un premier exercice fondamental qui passe par ce message. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, chers collaborateurs, appuyons-nous en priorité sur nos points forts et nos ressources. Bien évidemment, nous avons des faiblesses, nous avons des points faibles. Il y a des tas de choses qui ne vont pas. On n'a jamais vu un individu, une entreprise, réussir quoi que ce soit de formidable sur le long terme en prenant appui durablement sur ses carences et ses faiblesses. Donc, mieux vaut mettre notre intelligence autour de la recherche, la prise de conscience de tout ce qui colle bien, voyez, les forces, les potentiels, les qualités. Nous avons besoin, en tout cas, d'être sur ce socle, cette conscience de ce qui va bien. Ça peut être une compétence, ça peut être une façon de faire, un know-how quelconque, mais ça peut être aussi les caractéristiques personnelles de tel ou tel individu. Mais surtout, travailler sur, même dans cette situation compliquée, sur ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme étant nos maillons forts. Et pour ça, il faut travailler ensemble dessus, s'en souvenir ensemble, mettre des mots sur cette approche. S'appuyer sur ses points forts et ses ressources, c'est aussi dans un deuxième temps, et ça c'est le vrai rôle du leader et du dirigeant, c'est que lui ou elle affirme sans relâche l'amélioration possible des situations, ou la possible amélioration des situations si vous préférez. Mais dans l'univers de la vraie vie, on ne peut pas être sûr et certain que tout va s'arranger, mais on peut affirmer que c'est possible. On n'a pas tout essayé. On doit essayer des choses. Il existe peut-être des options qu'on n'a pas su regarder. C'est jouable. Quand on est dans le monde médical et on doit traiter, moi j'ai beaucoup travaillé dans le monde médical et hospitalier. Quand vous êtes face à quelqu'un à qui on décèle malheureusement une maladie chronique très 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 grave, on ne va pas lui dire non, vous en faites pas, c'est pas grave. Vous en faites pas, tout ça va s'arranger. Non. Être optimiste vis-à-vis de quelqu'un qui atteint une maladie chronique, c'est de lui dire j'ai vos analyses là, il y a de quoi se battre. Et c'est ça qui va être intéressant. Voire même, c'est lui dire, vous savez, moi, je serai à votre place. Moi, je suis médecin, je vais m'occuper de ce qui me regarde, mais je vais aussi vous donner l'adresse et les coordonnées d'une association de patients à laquelle je vous recommande d'adhérer. Parce que dans cette association de patients, vous allez rencontrer des gens qui ont très exactement ce que vous avez, monsieur ou madame, depuis plus de 15 ans. Donc, ces gens-là ont sûrement des choses à vous apprendre. Affirmer l'amélioration possible des situations, c'est quelque chose de non négociable quand on est celui ou celle qui dirige. Ensuite, toutes les batailles ne sont pas gagnables. En tout cas, toutes les batailles ne sont pas gagnables à court terme. Et c'est vrai que
en période post-crise, en période post-catastrophe, et parfois post-sismique, par exemple, quand il y a des vraies catastrophes encore pires que celles qu'on vit en ce moment, en tout cas au niveau du nombre de morts, etc., on ne peut pas tout régler tout de suite, là, dans les 2 mois qui viennent. En revanche, identifier ensemble la priorité aux batailles gagnables à moyen court terme, c'est-à-dire quelles sont les batailles sur lesquelles on va se focaliser sur les 2, 3, 4, 5, 6 mois qui viennent jusqu'à l'hiver prochain, par exemple, ça c'est un point important, et ne pas commencer, je dirais, à trop perdre son temps sur des batailles incertaines à très 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 long terme. Il sera toujours temps d'y réfléchir, mais on ne peut mobiliser l'énergie des gens que sur du gagnable à moyen terme. Et ça veut donc dire, point fondamental en la matière, pour maintenir l'optimisme d'un collectif, mais une nation, le personnel d'une entreprise, une équipe de foot ou de rugby qui a éviter coûte que coûte la rumination. La rumination, c'est quoi? La rumination, c'est regarder en permanence tous les points qui ne nous conviennent pas et auxquels on ne peut rien et revenir dessus en boucle en permanence. Non, ça c'est très dangereux. Le rôle du leader de ce point de vue-là va être d'aider les troupes à concentrer leurs efforts sur leur marge de manœuvre. Où est-ce qu'on a des choses à faire? Où est-ce qu'on a des options? C'est le philosophe Pascal Bruckner qui parle des failles propices. Où avons-nous des failles propices? Sur quoi pouvons-nous faire levier? C'est ça qui est important. On peut pas, vous voyez, on vit dans un monde où on ne peut pas tout changer, ni vous ni moi. Et on ne peut même pas tout choisir, ni vous ni moi. Mais c'est avec le peu de choses qu'ensemble, on va à un moment donné choisir de changer, que toute la différence peut être faite à la fin. Donc ça, c'est un message de direction et de gouvernance très important. Parce que, autant vous dire que si on se concentre trop sur certains types de problèmes de très 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 court terme, parfois on ne voit pas les solutions qu'il y a dans l'environnement. Hein. Et parfois dans nos métiers de business, là vous avez remarqué, hein, cette porte de cage là, elle ressemble férocement à un tableau Excel. Moi je dis rien, hein, mais quand même, voilà, à voir. En 5, on n'a pas le choix. La seule façon d'affronter l'adversité, c'est de faire des choses. Moi, je dis souvent, des entrepreneurs, l'autre jour, me disaient, des jeunes entrepreneurs, vous savez, avec cette crise, on ne va pas pouvoir, si on lance notre affaire, là, c'est risqué, comment ça va se passer? Et je lui dis, écoutez, moi, je ne sais rien, je ne suis pas devin, mais je peux néanmoins vous dire une chose. Vous vous apprêtez à lancer un projet, vous avez des doutes, normal, c'est logique. Mais maintenant, c'est quoi la solution? Pour moi, face à un nouveau projet que vous avez aujourd'hui, ce que je leur ai dit en tout cas, il n'y a que 2 solutions. La première, c'est que ça peut bien se passer. Et la deuxième, c'est que ça peut mal se passer. Mais dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Et c'est ça qui sera votre matière première pour la suite. Parier sur l'action, surtout en situation post-crise, et sachant qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait exactement, c'est devenir une machine à produire des solutions. Mais je dis bien toutes les solutions, hein, même des solutions imparfaites, même des solutions temporaires, même des solutions partielles. On tente des coups. Vous savez, dans l'ancien monde, dans le monde d'avant, on disait aux gens, vous savez, chez nous, c'est formidable, hein, soyez heureux, vous aurez le droit à l'erreur. Ben, j'ai l'intime conviction que dans les mois qui viennent, on va devoir dire aux gens, bonne nouvelle, chez nous, vous allez avoir le devoir d'essayer. Parce que c'est sur cette énergie de projection dans le futur que va se créer la motivation des équipes, entre autres dans les mois qui viennent. En tout cas, j'en suis personnellement convaincu. Et enfin, on en avait déjà parlé, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Dans le fond, ce qui nous est arrivé là est totalement inattendu. On aurait dit il y a 6 mois que ça allait se passer comme ça, on serait tous tombés des nues. Mais regardez, dans votre propre parcours professionnel, dans celui de votre entreprise, franchement, les moments clés, les moments carrefour, les bifurcations clés, les trigger events, comme on dit, la plupart du temps, ils ont été inattendus. Nous passons nos vies à faire des plans, c'est logique, on est payé pour ça, mais ce n'est jamais nos plans qui se réalisent. Vous remarquez qu'aujourd'hui, l'intelligence numéro 1 d'un stratège, ce n'est pas l'intelligence d'élaborer un plan, c'est l'intelligence de faire avec les aléas.
qui sont venus pourrir son plan. Moi, j'ai beaucoup écrit sur le thème de la chance il y a quelques années, et Jim Collins, c'est un grand gourou américain du management et du leadership que vous connaissez peut-être. Jim Collins, un jour, avait écrit, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'être chanceux dans le monde du business, des affaires et du management? C'est avoir une capacité hors du commun à rentabiliser l'inattendu. Eh bien, je pense que le discours optimiste d'un dirigeant, c'est aussi ça. C'est de dire, voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, chers collaborateurs, restons tous attentifs à l'inattendu et aux opportunités qu'il y a peut-être derrière. Parce que bien évidemment, l'inattendu, il est neutre, hein, il se passe quelque chose, mais l'inattendu, ça peut être une rencontre inattendue, ça peut être une information inattendue, ça peut être la découverte d'un territoire inattendu. Mais l'inattendu peut être aussi un accident. Mais dans les accidents, il peut y avoir des heureux accidents. Est-ce qu'on sait au départ quand un accident arrive que c'est un heureux accident? Non, au départ, c'est un accident. Et on souffre, et voilà. Et si ça se trouve, cet accident va se révéler porteur d'avantages décalés. Il faut pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, on ne sait pas. Mais le travail sur l'inattendu et la façon de le recycler est probablement une autre des compétences de ces grands créateurs d'optimisme. Donc, moi, je garderai la posture qui était celle de Milan Kundera, grand Européen, grand romancier d'origine tchèque, naturalisé français aujourd'hui, et qui avait écrit dans L'insoutenable légèreté de l'être une phrase que je trouve magnifique qui était je préfère vivre en optimiste et me tromper que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison. Et c'est vrai que dans notre univers à nous, dans le monde économique, vous voyez, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des projets, dans le monde du business, de tout ça, de l'entrepreneuriat, je crois qu'on doit tous se rebrancher sur le réel dans la relation avec nos collaborateurs ou nos partenaires d'affaires. Et moi, j'ai la conviction que, comme je vous le dis là, sincèrement, si vous ne pensez pas profondément que votre optimisme puisse booster le moral de vos équipes, il n'y a pas de problème. Essayez avec le pessimisme et vous m'en direz des nouvelles. Et on se reverra après, on pourra en parler. Donc, décidons de vivre en optimiste, d'accord, mais décidons de vivre en optimiste, ce que j'appelle, moi, de combat. L'optimiste de combat, il négocie pas sur le but, l'objectif final. On part du principe qu'on gagnera cette guerre. La guerre contre le virus, on la gagnera, sous une forme ou sous une autre. Même si on doit affronter une récession, tôt ou tard, la récession passera. Pourquoi? Parce que, voilà, nous, Homo sapiens est une créature qui n'a jamais cessé de rebondir en capitalisant sur son intelligence, sur son sens du collectif, et ainsi de suite. Parfois, ça dérape, mais globalement, on ne négocie pas sur le fait que la finalité sera atteinte, le but sera atteint. Ça, c'est ça l'optimisme. Mais c'est un optimisme, effectivement, de but. Cet optimisme de but est d'autant plus puissant qu'il va s'accompagner au quotidien et en toute sérénité d'un relatif pessimisme de chemin. C'est-à-dire que certes, on va gagner, mais ça va être compliqué, ça va être difficile. Il y aura peut-être on trébuchera, mais de toute façon, même si le chemin a été compliqué, au bout du compte, on gagnera. Et ce qui serait dangereux, ça serait de jouer l'optimisme à tout craint, vous voyez, optimisme de but, optimisme de chemin. On va réussir et ça va être facile. Non. Ce qui serait dangereux, ça serait de jouer le pessimisme sous couvert de réalisme, le pessimisme tous azimuts, vous voyez, c'est-à-dire que non seulement on va échouer, mais en plus on aura mal, qu'on va souffrir. Ça n'irait pas. Et je ne peux pas penser qu'on puisse aimer la posture qui serait du genre pessimisme de but et optimisme de chemin. C'est-à-dire qu'on va échouer, mais on se sera bien marré ou ça nous aura appris des trucs. Non, ça ne va pas non plus. La seule posture qui tienne la route face au collectif, c'est optimisme de but, pessimisme relatif de chemin. On va gagner, on va s'en sortir, vous allez guérir, on s'en débarrassera de ce virus et les affaires reprendront. Mais ça va être compliqué, ça va être difficile, il va falloir apprendre des choses nouvelles. Voilà en fait, moi, ce que je voulais vous dire pour partager avec vous, au moment de conclure cette dernière idée,
sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, l'optimisme, c'est le prototype même de l'énergie managériale renouvelable. Et pourquoi? Parce que c'est une énergie qui augmente au fur et à mesure qu'on la partage. Voilà. Merci infiniment de votre attention. Et à tout de suite. Merci, merci beaucoup Philippe. Évidemment, toujours aussi inspirant depuis le début de vos conférences. Vous êtes un visionnaire parce que je me souviens très bien qu'il y a bien une quinzaine d'années, vous faisiez déjà des webinaires derrière votre caméra avec ce Ah oui, même oui. type de décor sur la chance, tous les étudiants que nous étions et ou futurs managers écoutions avec intérêt vos monologues partagés. Là, on a quelques questions. Une première de Joël Grandberg, qui est à New York, que je salue en passant. Joël vous pose la question suivante. Cher Philippe, ne pensez-vous pas que les Américains sont bien meilleurs à l'exercice d'optimisme que les Français? Oh bon, c'est incontestable. Mais de toute façon, il y a une. Alors là, d'un point de vue historique, il y a un tropisme quand même anglo-saxon et nord-américain autour, en fait. L'optimisme, en fait, n'est pas, comment dire, l'optimisme n'est pas un ingrédient de base, en fait, hein. Je dis souvent, l'optimisme, c'est un produit raffiné. C'est-à-dire que c'est un produit raffiné avec des ingrédients différents. Et c'est vrai que, par exemple, dans la culture anglo-saxonne et américaine en particulier, la conscience des possibles et l'approche presque au niveau éducatif déjà, l'approche naturelle par les solutions quand on est face à un problème, crée effectivement globalement cet état d'esprit, en tout cas plus que chez nous. Mais nous, en fait, c'est pas tellement qu'on soit pessimiste. Dans le monde, on a longtemps dit que les Français étaient les plus pessimistes, etc. C'est pas si simple que ça. En revanche, le problème qu'on a, j'ai un jour un spécialiste d'éducation qui me disait les Français, ils ne sont pas pessimistes, mais en fait, ils cachent leur joie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pour ceux qui, puisque vous êtes tous par définition multilingues ici, c'était un copain qui travaillait à l'ONU à Genève et qui m'avait dit, tu sais, dans les débats, par exemple, il y a des expressions typiquement françaises dans les débats qui sont totalement intraduisibles dans leur esprit pour la plupart des langues du monde. Par exemple, quand un Français dans un débat vous dit oui, mais bon, pour arriver à traduire ça, c'est pas évident. Ça veut dire que je suis d'accord sans l'être. Et on est tous là-dessus. La culture française est une culture qui se construit sur l'amour immodéré du scepticisme, du doute et de l'esprit critique. Ce qui fait qu'on est des analystes du feu de Dieu, mais parfois on analyse tellement qu'on en oublie d'agir, quoi. Alors que parfois dans la mentalité nord-américaine, et que je sais que j'aime beaucoup, on n'analyse pas suffisamment, on agit d'abord, et comme disait l'autre, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça marche souvent. Voilà. Une autre question, Philippe, de Alain. Que pensez-vous du pessimisme actif? Je pense que la question est arrivée au moment où vous parliez, où vous mettiez en Alors, perspective le pessimisme actif est une posture qui a, je dirais, tout son sens pour les hommes et les femmes dont le métier, dont la fonction sociale est plutôt de faire réfléchir, d'alerter, etc. Donc le pessimisme actif, si on est un économiste médiatique, un prof de philo, à la limite, pourquoi pas. Le seul problème du pessimisme actif, c'est que même s'il a raison parfois dans ses analyses, en tout cas à l'instant T, c'est une posture qui ne peut déboucher sur aucun engagement collectif. C'est très, très, très compliqué de mobiliser les gens sur du pessimisme actif, ou alors ça devient les sectes où les gens en fait se suicident tous à la fin pour éviter la fin du monde, quoi. Donc le pessimisme actif collectivement est absurde, c'est-à-dire conduit à une impasse. C'est ça d'ailleurs pour ça qu'il faut être très, moi, par nature, je pense que être pessimisme, réveiller le pessimisme qui est en soi, quand on est en phase d'analyse pour attirer l'attention sur le risque, etc., c'est pas mal. Et j'ai toujours dit que en philosophie de l'action, on devrait toujours dire du pessimisme ce que les philosophes de la morale disent de l'argent. C'est-à-dire, c'est un excellent serviteur, mais c'est un très mauvais maître.
On a une question d'Emmanuel. Ah, ça y est, les questions commencent à arriver. N'est-il pas plus facile de trouver un consensus sur une posture pessimiste? Alors, oui, incontestablement, parce que la posture pessimiste, en fait, nous renvoie bien sûr à des peurs et surtout nous renvoie à une espèce de compréhension intuitive qu'on a de la situation. Alors, il faut savoir que d'un point de vue anthropologique, Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, nous avons tous un point commun. Nous sommes des descendants de pessimistes. Parce que d'un point de vue darwinien, le pessimisme a été vraiment l'outil de survie pendant des millénaires. Ça a été l'outil de survie. Il valait mieux, de toute façon, être pessimiste pour échapper à un monde qui était fondamentalement hostile. Et ce n'est en fait qu'à l'heure de la modernité. Hein, on pourrait dire que, voilà, clairement à partir du XXe siècle et de la fin du XXe siècle, l'optimisme est devenu un facteur qui faisait la différence. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, alors que la majorité des gens étaient pessimistes, mais c'était leur instrument de survie, il y a toujours eu des hommes ou des femmes qui avaient un optimisme parfois complètement décalé. Et c'est parce qu'il y avait des optimistes qu'il y a eu Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, que Christophe Colomb est parti dans une expédition de folie, que Louis Pasteur, qui n'était même pas médecin, a trouvé ce vaccin et l'a injecté à un gosse. Je dirais, vous imaginez, Louis Pasteur, si le principe de précaution avait existé du temps de Louis Pasteur, ça n'aurait jamais fonctionné. C'est miraculeux que Christian Barnard, quand il a fait ses premières transplantations cardiaques en Afrique du Sud dans les années 60, c'était miraculeux qu'il ait pu le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait le faire? On ne sait pas trop, on n'a plus le droit de rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on voit aujourd'hui qu'on peut limiter l'utilisation de certains médicaments, par ailleurs bien connus, parce qu'il y aurait un certain nombre de risques, notre monde est à la fois un monde qui est plus optimiste, mais où la haine du risque, malheureusement, est venue s'installer. On ne veut plus être malade, on ne veut plus échouer, on ne veut plus mourir. Alors donc, voilà, c'est la limite du système. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à la question d'Emmanuel Berthet. Une question de Marine de Boucault, qui est DRH à New York. Donc, il vous remercie d'abord, qui dit que l'optimisme est une belle énergie renouvelable et contagieuse, et qui vous pose la question suivante. Voyez-vous émerger des techniques pour développer de nouvelles solutions, améliorations en entreprise, par exemple le design thinking, l'agilité? Qu'en pensez-vous? Est-ce un véritable phénomène de mode ou de bons outils? Alors, il y a deux choses. Il y a le pourquoi, il y a le comment. Je vous dis ça parce que souvent, moi, on me dit, mais comment est-ce qu'on pourrait rendre nos collaborateurs plus optimistes? Alors, moi, j'ai une réponse de psy souvent par rapport à ça, hein, qui est de dire, bah, attendez, déjà, est-ce qu'il y a une demande quoi, de leur part? Parce que c'est bien beau, mais est-ce que ça les intéresse? Mais si la réponse est oui, il est clair que toutes les approches, et vous avez parlé du design thinking, qui est un très bel exemple, toute approche qui véritablement crée chez un individu ou dans un collectif un sentiment de accroissement de son contrôle sur la réalité, augmentation de sa capacité à agir, augmentation de ses marges de manœuvre et de la participation, à travers d'ailleurs un terme qui est très compliqué à traduire en français, mais que vous connaissez, qui est empowerment. Voilà, tout ce qui a vocation à donner à la fois plus d'autonomie, plus d'espace de créativité et de responsabilité dans l'amélioration des choses et des process chez les individus nourrit effectivement cet optimisme. Mais comme je vous disais, l'optimisme, ce n'est pas un point de départ, hein, dans le fond, dans le monde des organisations, c'est un point d'arrivée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter l'optimisme de ses collaborateurs, mais on peut se dire, tiens, dans quelle mesure, dans le fond, mes modalités d'évaluation, mes modalités de gestion de projet sont plus susceptibles que d'autres de mettre en avant les points forts par rapport aux points faibles, aider les gens à trouver des solutions même si elles ne sont pas définitives, focaliser sur leur marge de manœuvre plutôt que sur les points de blocage, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez, merci Philippe, est-ce que vous avez des exemples de patrons optimistes à donner ou des exemples de décideurs que l'on pourrait prendre en exemple? Ben, vous savez, je pense que là, pour moi, comme ça, je pense que des patrons optimistes, moi, je vois que ça en ce moment. En tout cas, je suis donc sur Paris. Je consomme beaucoup trop, effectivement, de chaînes d'infos parce que j'adore ça. Et c'est vrai que depuis maintenant, que ce soit d'ailleurs sur
BFM, CNews ou LCI, depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, tous les jours, tous les soirs, tous les midis, on voit des initiatives de patrons, de PME, souvent, qui expliquent comment est-ce que dans la situation compliquée dans laquelle on est, ils se battent, quoi. Ils se bagarrent, ils tentent des choses, ils essayent. Donc, moi, j'ai pas comme ça je veux dire, j'ai pas de nom à vous donner parce que aujourd'hui, tous ceux dont on parle sont plutôt des optimistes. Moi, ça fait longtemps que je n'ai plus vu un patron parler à la télé disant là, c'est foutu, c'est la mort, c'est naze. Non seulement on va mourir, mais on va souffrir avant. Non, c'est devenu quelque chose. Il y en a partout, quoi. Il y en a partout. Et de toute façon, le patron optimiste, c'est encore une fois, c'est un comment vous dire, le patron optimiste, c'est un produit raffiné. Surtout, le patron optimiste, c'est un homme ou une femme qui carbure au pourquoi pas, tentons le coup, on n'a pas encore essayé ça, euh, quelles sont les ressources que l'on a aujourd'hui mais qu'on pourrait utiliser différemment. Toute la reconfiguration, par exemple, d'une partie de l'outil industriel, l'industrie étant en panne à cause de la crise du virus, ben, les gens qui ont reconfiguré des chaînes de production, des chaînes d'assemblage, des chaînes de machines pour fabriquer qui des masques, des respirateurs, tout ce que vous voulez, on se rend compte que la situation actuelle, en tout cas ici, hein, moi je parle toujours depuis Paris, enfin depuis la France où je réside, mais est une espèce il y a un mouvement vraiment de reconfiguration de la réalité sous la pression des événements que je trouve très très forte. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je pense que quelqu'un m'avait dit une fois, être optimiste, quand on est un homme ou une femme d'action, être optimiste, c'est mettre le réel, la réalité, sous tension positive. C'est exactement, je pense, qu'on est en train de faire. Je pense que c'est pareil aux États-Unis, bien évidemment. Un nombre croissant de gens sont en train de mettre le réel sous tension positive. Et sachant qu'on n'a pas trop le choix, parce que quand on met le réel sous tension négative, ça s'appelle la dépression. Parfait, ça répond à la question de Stéphanie. J'en ai une autre de Johanna qui vous demande, qui vous remercie également pour cette conférence inspirante et oxygénante, qui vous demande si vous ne pensez pas que l'optimisme devrait être enseigné à l'école. Peut-être que ça reboucle avec la question de Joël, en tout cas aux États-Unis. Et que pensez-vous de ce point-là? Ben, je reviens toujours sur mon affaire. L'optimisme étant en fait un produit raffiné, il faudrait effectivement, à travers la façon dont les pédagogies sont bâties, qu'on le nourrisse. Les pédagogies actives, par exemple, que l'on trouve en Amérique du Nord, de ce point de vue-là, sont très, 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 très parlantes. Je vais vous donner un exemple typique. Je crois qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont français ou francophones. Dans le système français, je vous donne un exemple, les gens font des dictées. La dictée est un outil qui est efficace, mais qui crée du pessimisme. Puisque quand je fais une dictée, on va me dicter un texte qui est une perfection, et quelle que soit la plus minime erreur que je vais faire, je vais commencer à perdre des points. Même si c'est un petit truc, un accent oublié, tout ça, un quart de point, un demi-point. Donc, de toute façon, l'exercice de la dictée me rapproche de l'imperfection totale, quoi, qui sera le zéro. Bon. Alors qu'au Danemark, par exemple, une dictée, c'est un texte dans lequel 20 difficultés ont été identifiées avant. Chaque fois qu'un élève passe la difficulté, il a un point. Donc, plus il avance dans la dictée, il passe la difficulté, un point, un point, un point. Il se rapproche de la perfection. Mais si par hasard il fait une faute en danois, mais qui n'était pas prévue dans les 20 qui étaient, c'est pas grave. Il ne sera pas pour autant pénalisé. Vous voyez. Donc, on a des logiques pédagogiques qui parfois vont créer, n'oubliez pas, la confiance en soi et le sentiment qu'on maîtrise. Donc, l'optimisme en tant que concept, faut pas chercher à l'enseigner, à mon avis, avant les classes de philo ou de français, en tout cas, quand les enfants ont déjà presque 14 ans, parce qu'avant, ça ne leur parlera pas, mais à travers les cours de gym, les cours de français, les cours d'anglais, les pédagogies pour les mathématiques, pour les langues, etc., soit on va nourrir un optimisme de l'enfant, c'est-à-dire je capitalise sur mes forces, il y a des solutions, j'ai des marges de manœuvre, je peux m'améliorer en faisant des choses imparfaites et temporaires. Ça, déjà, c'est extraordinaire. Parce que qu'est-ce qui nourrit le pessimisme, qu'est-ce qui empêche, qui tue le désir d'apprendre? C'est la croyance dans le fait que si on n'est pas parfait, ça colle pas. Alors qu'en fait,
il n'y a que l'imperfection qui est intéressante, puisque l'individu qui est celui qui est imparfait, c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver, ça veut dire qu'il est perfectible. C'est formidable. J'ai une question qui est aussi un encouragement. Philippe, un grand merci pour votre intervention toujours aussi inspirante. À quand votre prochain livre et sur quoi? Alors, je me suis fait avoir par le virus, figurez-vous, parce que le monde de l'édition, je ne sais pas ce qu'il en est d'ailleurs aux US, mais bon, le monde de l'édition en France, il va un peu souffrir, quoi. Et donc, en fait, j'avais prévu, je devais rééditer, vous voyez, Éloge de l'audace, avec un nouveau titre, ça devait s'appeler Éloge de l'audace ou l'art de vivre libre. Donc, il devait sortir à l'automne, mais il sortira malheureusement qu'au printemps prochain. Mais mon prochain livre, vraiment nouveau, original, il sortira en fin d'année prochaine. Alors, je vous donne juste le titre. Voilà, ça sera le teasing. Et l'ouvrage s'appellera Le guide pratique du voyage dans l'avenir à l'usage de tous. Voilà, Ah. je vous laisserai découvrir ce que ça raconte le jour où il sortira. Voilà. Puisqu'on parlait de philo, moi j'avais noté dans une de vos interventions il y a très longtemps, mais cette phrase me suivait. J'aurais bien aimé avoir la chance de vous entendre encore, puisqu'on a quelques minutes, en dire des mots. C'était une phrase d'Alain: le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Ça m'a Oui, toujours marqué cette oui. phrase. Et ce qui d'ailleurs était, ça, c'est le cas, je dirais, et quand le philosophe Alain parle de ça, c'est dans ses propos sur le bonheur, euh, il fait une hypothèse en fait qui est intéressante, mais il parle avec aussi les connaissances de son temps en neurosciences. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est encore plus intéressant, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'optimisme peut être d'humeur, tout comme le pessimisme. C'est-à-dire que voilà, nous avons en nous, c'est lié à notre éducation, à notre vie, c'est constitué une disposition. Et vous en connaissez, vous connaissez autour de vous des hommes ou des femmes qui sont comme ça. Quand vous pensez à eux, vous pensez à des optimistes. La plupart du temps, c'est leur disposition, ou à des pessimistes. Ce sont des gens qui vont être plutôt naturellement méfiants, voyant le mauvais côté des choses, étant un peu craintifs de beaucoup de choses, etc. Donc, l'optimisme et le pessimisme peuvent tous les deux être d'humeur. Mais l'optimisme et le pessimisme peuvent tous les deux être de volonté. C'est-à-dire qu'il existe, par exemple, des situations, si vous êtes un grand optimiste, par exemple, vous êtes un grand optimiste, mais vous êtes le responsable de la sécurité sur un site Céveso. Eh bien, votre optimisme, il va falloir de temps en temps le calmer un peu et vous allez devoir mettre en œuvre un pessimisme de volonté, mais qu'on va appeler gestion du risque, analyse des risques, principe de précaution, etc., juste parce que c'est votre job. De même, vous êtes par humeur plutôt pessimiste. Mais vous avez un enfant, votre fils, votre fille, qui a besoin, vous le sentez, d'un encouragement parce qu'il va passer un examen compliqué, il n'est pas sûr d'eux. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes pessimiste, donc vous avez un petit doute, vous n'allez pas lui dire. Vous allez faire preuve d'un optimisme de volonté en disant, mais si, tu vas t'en sortir, tu l'auras, ton bac feignant, et ainsi de suite. Mais voyez, donc, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que les dimensions sont pour en nous tous, on le porte à l'intérieur de nous, des humeurs possibles qui donnent la coloration générale et aussi des actes de volonté, c'est-à-dire des actes, on peut décider d'adopter dans une situation donnée une posture pessimiste juste pour protéger, et parfois on peut décider d'adopter une posture optimiste pour dynamiser. Donc Alain avait raison, mais il n'était pas allé complètement au bout de la réflexion. Un dernier thème à aborder qui revient de façon récurrente dans 2 ou 3 questions, c'est le thème de la confiance. Ne confondons-nous pas optimisme et le biais d'excès de confiance, et une autre, la confiance est un ingrédient nécessaire, comment la nourrir? Ah, alors, de toute façon, l'excès de confiance et le biais de confiance, il est incontestable. Et c'est vrai que la caractéristique de celui ou de celle qui fait confiance, c'est que faisant confiance à un tiers ou à une société, celui qui fait confiance court le risque, mais accepte philosophiquement le risque que cette confiance soit trahie, en espérant qu'elle ne le sera pas, bien évidemment. Mais faire confiance, c'est remettre entre les mains de quelqu'un quelque chose de précieux, son engagement, sa foi, sa vie parfois, sa santé,
son bas de bilan. Enfin, vous voyez, bon, peu importe, mais c'est ça, avoir confiance. Mais être confiant, c'est-à-dire, c'est véritablement parier sur le fait que celui ou celle, l'acteur qui est en face de moi, n'agira pas contre moi de façon opportuniste, même s'il y a intérêt. C'est ça, dans le fond, faire confiance à quelqu'un. Et donc, qui dit confiance dit risque. On peut parfois rater son coup. Et l'excès de confiance, alors simplement, l'excès de confiance, il va intervenir lorsque on fait confiance dans une situation où, un, le risque vital est engagé, c'est-à-dire que pour le coup, si on se rate, c'est fini, quoi, on est mort, ou bien la boîte disparaît, etc. Donc, quand il y a en même temps risque maximal sur l'enjeu, risque vital sur l'enjeu, manque total de maîtrise et de contrôle, et doute sur les intentions réelles de l'acteur qui est en face de moi, que cet acteur s'appelle mon client, mon fournisseur, l'État. Bon. Là, pour le coup, la confiance doit obligatoirement s'accompagner d'une gestion des risques très, très, très forte avec des plans B, des scénarios de crise, etc. etc. Mais, encore une fois, quelqu'un qui, toute sa vie, éviterait de faire confiance, probablement qu'il éviterait ou elle éviterait beaucoup de choses. Mais globalement, il raterait aussi beaucoup d'opportunités. Je pense qu'on a, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je ne vous aurais pas dit ça si on avait fait ce genre de prestations il y a 2 ou 3 siècles, on n'avait pas non plus les moyens technologiques pour le faire. Mais à l'époque à laquelle nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons, certes, faire confiance à l'autre est risqué, mais sur la longue durée, on a plus intérêt et on a plus à gagner, me semble-t-il, à faire confiance et être aussi un pédagogue de la confiance vis-à-vis des autres que le contraire, me semble-t-il. On a peut-être 1 minute pour une dernière question, une question de Muriel qui demande, ça reboucle, enfin on en a un petit peu parlé, mais là l'angle est un peu plus large. Comment traiter l'optimisme dans un environnement international? On a vu la culture anglo-saxonne, la culture française. Vous, quelle est votre recommandation pour traiter l'optimisme dans un environnement managérial international? Alors déjà, dans un environnement managérial international, il va falloir il faut mettre le mot de côté. Je pense qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas parler d'optimisme parce que le concept, en fait, est beaucoup trop chargé de représentations un peu diverses et variées. Le monde international, je dirais, se charge, peut faire avec la notion, je dirais, d'approche positive. Vous voyez, donc, approche positive, pourquoi pas. Mais on peut, en fait, il y a 2 concepts, en fait, qui sont les forces et les solutions. Si on décide de bâtir sa relation d'affaires, et là, vous conseillez avec des Chinois au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, peu importe, quelqu'un qui va être systématiquement dans une strength-based approach, en toutes circonstances, chercher à s'appuyer sur les forces du projet, de l'entreprise, du bilan, de l'analyse financière, des collaborateurs présents. Strength-based approach, je vous renvoie à tout ce qui est fait aujourd'hui par Gallup, par exemple, au niveau mondial. Tout ce qui est une strength-based approach a tendance, de façon vraiment transculturelle, capitaliser sur les forces, ça nourrit déjà une première sensibilité qui ressemblera, même si on ne prononce pas le mot, à de l'optimisme. Et le deuxième concept, c'est solution. Solution-based approach, dans tous les pays du monde, on est toujours preneur de gens qui vont proposer des solutions. Et je pense que, si on devait simplifier, quelqu'un qui, dans une négo internationale, par exemple, ou une approche internationale, va toujours être, vis-à-vis de ses interlocuteurs, obnubilé par 2 choses, strength-based approach et solution-based approach, qu'il le veuille ou non, il ou elle est en train de créer les conditions d'une dynamique optimiste dans le projet ou dans le business dont on est en train de parler, me semble-t-il. Très bien, très bien. Merci, merci. Beaucoup de remerciements, Eh bien, merci à vous tous. beaucoup de Merci beaucoup. compliments. Le mot de inspirant Eh bien, revient. c'est super. Et d'autant plus, c'était la première fois que j'avais l'occasion de faire une conférence, j'allais dire, avec aussi loin dans le fond, avec un tel décalage horaire. Voilà. Mais pour vous, ça doit être l'heure pour beaucoup, ceux qui sont à New York, c'est l'heure de déjeuner. Exactement. Voilà.
Et voilà. Et pour les autres que je connais, plus à l'ouest du pays, en Californie ou au Texas, ils doivent être pas loin. Ils ont dû terminer leur petit déjeuner normalement, si tout se passe bien. Voilà. Exactement, on fait un peu le tour du globe. Écoutez, Voilà. je profite de cette occasion pour vous dire un grand merci, que nous avons Merci à vous organisé toutes et à vous tous. un événement, une conférence qui s'appelle Business Rebound, sur laquelle on a évoqué des solutions, et que, comme on donnera une suite à cette conférence, on sera ravis, Philippe, de vous accueillir pour vous Ce donner sera la avec grand parole. bonheur. Ce sera avec grand Merci à plaisir. tous, Merci à merci vous tous et à vous toutes. pour ce grand moment de partage, et à bientôt en replay. À bientôt Philippe, merci à À très vous. bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.